On va commencer par un petit tour de table. Je vais vous demander à chacune de présenter votre parcours entre la sortie de l'école et le poste que vous occupez aujourd'hui. Quelques mots aussi sur l'entreprise que vous dirigez, dans quel domaine êtes-vous, et peut-être par rapport à ce domaine, quelle est la préoccupation première et les défis et les opportunités de votre industrie, pour qu'on comprenne là où vous opérez. Et puis, voilà, bon, déjà pour un premier tour de table. Ensuite, on viendra plus concrètement et en fonction de vos aspirations sur les sujets qui vont décrire un petit peu vos jobs et puis, comment vous arrivez là et ce que vous en tirez comme intérêt. Voilà. Donc, écoutez, je me propose de commencer par peut-être Nadine, qui est juste à côté de moi, pour que tu nous expliques, Nadine, un petit peu ton parcours depuis la sortie de l'école et puis là où tu travailles, dans quel domaine tu travailles. Ok. Effectivement, après le SPCI, moi j'ai choisi de faire une thèse, mais une thèse industrielle. J'ai fait une thèse à l'aérospatiale à l'époque, dans le domaine de l'optronique, des lasers et des caméras. Et suite à cette thèse, j'ai été embauchée à l'aérospatiale et j'y ai passé 17 ans. Donc maintenant, aujourd'hui, ça s'appelle Airbus. C'est passé et j'ai exercé des postes au début très techniques, et puis petit à petit, je suis passée plus sur du management et du business. Vraiment, c'était une expérience, j'ai rencontré des gens extraordinaires à l'aérospatiale, c'est vraiment un milieu de passionnés. Par contre, au cours du temps, en fait, la structure est devenue de plus en plus lourde, en particulier parce que j'étais au centre de recherche qui a perdu son autonomie, qui a été intégré au siège social, enfin bref. Donc le fonctionnement est devenu très lourd. Par ailleurs, quand on monte dans une grande entreprise, donc faire du management, ça veut dire faire beaucoup de tableurs Excel et de choses pas forcément très passionnantes. Donc, au bout de 17 ans, j'ai décidé je me suis demandé en fait qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et je me suis dit, je veux une petite structure, je veux quelque chose de beaucoup plus dynamique, je veux être proche du produit aussi, voir vraiment le développement produit. Et c'est ça qui m'a vraiment poussée à me dire, c'est peut-être l'environnement des startups, il faut que j'essaye ça. Et j'ai candidaté chez Weezings, qui à l'époque... C'est comme ça, t'as rencontré Eric Carrel? Oui. Ah, génial. Voilà. J'ai candidaté chez Weezings sur un poste qui n'existait pas. C'était très, très gonflé. Et effectivement, j'ai eu la chance d'être appelée par Eric Carrel. Et alors, les débuts chez Weezings ont été difficiles parce qu'il a fallu se remettre à la technique. Les 2 premiers mois, j'ai eu très, 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 très mal à la tête. Il faut vraiment, dans une start-up, ce qui est important, c'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Il faut faire, et puis il faut montrer aux autres que vous savez faire si vous voulez obtenir un respect des personnes. Et au final, ça s'est bien passé. Donc je me suis très bien intégrée, j'ai adoré ce fonctionnement très dynamique, proche du produit, etc. Et j'ai dirigé la R&D de Weezings pendant 5 ans. Jusqu'au moment où Weezings a été racheté par Nokia. Et 1 an après le rachat par Nokia, j'ai quitté Weezings parce que malheureusement, je retrouvais toutes les lourdeurs du fonctionnement d'une grande entreprise, et c'était pas ça que j'aimais. Et donc j'ai rejoint ensuite une autre start-up de la galaxie d'Eric Carrel qui s'appelle Invoxia, où je suis restée 2 ans. Et ensuite, on m'a proposé, en fait, le cofondateur de Weezings, qui s'appelle Cédric Hutchings, m'a proposé de participer à une nouvelle aventure qui était basée sur la création d'un lidar multispectral 3D. Et pour moi, c'était vraiment génial parce que ça faisait appel à ce que j'aimais au départ, qui est donc les lasers et les caméras et l'optronique. Et donc, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai rejoint Outside en tant que première employée. Il y a eu on a développé ce lidar multispectral, c'était vraiment super intéressant. En termes de maturité, il n'était pas au niveau qu'il aurait fallu. Et donc, ça a pris plus de temps
que ça aurait dû vis-à-vis des investisseurs d'Outside qui ont demandé à Outside de changer son business model et de partir plus sur uniquement du logiciel. Et c'est à ce moment-là en fait qu'a été décidé la création d'Iridescence, donc Iridescence que je dirige aujourd'hui, qui résulte donc d'une espèce de spin-off d'Outside. C'est-à-dire que en fait c'est une partie de l'équipe d'Outside qui est à l'origine d'Iridescence. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Donc on commercialise, on développe, fabrique et commercialise ce fameux LIDAR multispectral 3D. Donc un LIDAR multispectral 3D, c'est un espèce de spectromètre géant en 3D, c'est-à-dire que c'est capable de faire de la cartographie 3D de scènes complètes jusqu'à des distances de 300 mètres, tout en ayant en fait une signature spectrale de la composition chimique des objets qui sont regardés. Et donc en termes d'application, peut-être il y a plein d'applications différentes, mais peut-être une application très facile à comprendre, c'est dans le domaine minier, directement sur le site d'exploitation minier, on peut voir en temps réel, avoir une cartographie temps réel de l'exploitation, y compris avec l'identification en fait des roches, des différentes roches en présence, des différentes couches en présence. Voilà, et aussi notre LIDAR est capable de faire de la mesure d'humidité à distance. Alors, bon, c'est un peu idiot quand on le dit comme ça, mais en fait, ça n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de capteur qui est capable de faire de la mesure d'humidité à distance. Et dans des domaines comme les mines ou la biomasse, par exemple, c'est quelque chose de très important. Oh, super. Voilà. J'espère Nadine. Donc la passion pour la technique et la fin des lourdeurs administratives. Voilà. Bon, il doit y en avoir quand même quand on dirige une entreprise, on en reparlera. Oui, non, bon, peut-être la parole à Alice maintenant. On va aller un peu à distance. Alice, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours et ton entreprise aujourd'hui, s'il te plaît ? Oui, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfaitement bien, merci. Moi, j'ai un écho, mais je vais essayer de passer outre. Alors oui, après le SPCI, ce que j'ai commencé par faire, c'est une thèse également, dans un contexte industriel avec un ensemble de laboratoires. Et suite à ma thèse, j'ai été embauchée par Schlumberger, donc qui est SLB maintenant, dans les opérations. Donc c'était une volonté de ma part. En fait, j'avais plusieurs options et j'ai choisi celle-ci parce que j'aimais bien l'idée d'aller justement au contact, réellement des clients, de la réalité du terrain. Et donc j'ai démarré dans les opérations pétrolières, alors plutôt gazières et géothermie profonde en Allemagne, avant de revenir en France, où je suis revenue en R&D. J'ai passé tout le temps, au total j'ai passé 12 ans chez Schlumberger et toute cette période-là je l'ai passée en R&D, d'abord sur l'intégrité des puits et comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'ils ne fuient pas. Donc c'était vraiment lié à la construction des puits en eux-mêmes. Et en fin de carrière, j'ai rejoint un groupe qui développait des capteurs pour tous les segments de Schlumberger. Et donc voilà, c'était une expérience géniale, aussi bien dans les opérations qu'en R&D. J'ai appris énormément de choses avec des collègues de tous les pays. C'était un environnement extrêmement stimulant, beaucoup d'argent pour la R&D. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette période de ma vie. Mais alors je pense, on va retrouver ça. J'en avais aussi un peu assez du côté grand groupe. Et la thématique pétrolière, j'arrivais plus trop à me retrouver dans la partie, ce qui faisait la mission de l'entreprise et qui était exclusivement ça à l'époque. Maintenant, ils ont un petit peu évolué vers d'autres choses, mais à l'époque, c'était vraiment 100% pétrole. Et donc, c'est dans ce contexte-là. Alors, on a démarré un projet d'intrapreneuriat et j'ai repris des études à HEC. Et pendant cette période où je reprenais des études à HEC, c'est le moment où je me suis dit, en fait, j'ai envie d'aller un cran plus loin, pas d'être intrapreneur, mais d'être entrepreneur. Et puis voilà, je me suis dit, je prends un risque, mais en même temps, c'est un risque limité. Si jamais ça marche pas, je retrouverai un autre travail. Et puis voilà. Donc c'est comme ça que je suis partie, vraiment avec l'idée, je tente et on verra bien. Alors maintenant, ça fait 7 ans que j'ai cofondé Géosophie.
qui est une entreprise spécialisée dans le développement d'outils d'industrialisation de la géothermie de surface. Alors tous les mots sont importants, la géothermie de surface ou la géoénergie. Ça consiste à aller dans le sol chercher la fraîcheur l'été, la chaleur l'hiver. Et c'est aujourd'hui beaucoup moins industriel que le pétrole, de fait. Et donc nous, on est là pour, alors en restant sur la partie logicielle, mais pour amener des outils à chacune des étapes d'un projet, pour pouvoir identifier les bons sites et ensuite pour pouvoir les construire et s'assurer que tout va bien. Avec depuis 2021 un autre PC qui m'a rejoint à la direction, et c'est pour ça que grâce à Sylvain, en fait c'est un X qui avait fait PC en école d'appli, Jacques Coulpeau. C'est grâce à Sylvain, et Sylvain, c'est maintenant que je ne peux plus rien lui refuser. D'où une partie de... C'est pour ça aussi que je suis là tout de suite. Il peut tout me demander. Ouais. Merci Alice. Alors, La suite à la fin. aérospatiale, Schlumberger. Alors, et toi, Marine, t'es passée par une grande entreprise? Nous, oui, franchement, oui. Aussi Alors, moi, j'ai pas fait de thèse pour le coup. Vous m'entendez? Nickel. Donc, j'ai pas fait de thèse. Je suis allée directement dans une entreprise qui s'appelle Thales. Hein, donc, voilà, on n'est pas non plus dans les petits groupes. Mais avant, j'ai croisé Rick Carrel chez WeThings parce qu'en fait, et je sais pas si ça se fait toujours, mais il y avait le jeudi après-midi, comme on n'a pas cours, j'allais chez WeThings réparer leur unique produit qui était à l'époque une balance, et donc j'ai appris les bases de l'électronique en réparation en SAV. Et comme quoi, WeThings est partout. Et on a... Donc après, je suis partie chez Thales, j'étais en traitement de signal et j'avais un super chef qui a tout de suite vu que c'était... Enfin, j'aime beaucoup le traitement de signal, l'algorithmie, vraiment j'adore ça, mais aller chez les clients, c'est encore un autre truc. Donc du coup, il m'a très vite mise en avant-vente, voilà, pour aller au contact, pour aller présenter, pour aller vulgariser auprès de clients et de partenaires commerciaux. Et bon voilà, jusqu'ici tout allait bien, jusqu'à ce que je déménage à Toulouse. Et là, du coup, je me suis dit, allez, on va tenter une autre aventure dans une start-up pour essayer de changer effectivement du B2B2B qui effectivement a des côtés positifs, mais il arrive qu'il y ait une petite lourdeur aussi, selon les équipes. Et je me suis retrouvée dans une start-up qui c'était super intéressant par comparaison avec WeThings parce que c'était pas du tout la même gestion. C'était une scale-up à l'époque où toutes les startups étaient en scale. Je sais pas si ça vous parle d'une scale-up. C'est une start-up où, en gros, je la fais courte, mais les investisseurs et tout le monde de la start-up dit embauche beaucoup, va très vite, tu vas dégommer le marché, ça va bien marcher. Et bon, aujourd'hui, avec le recul, c'est une bulle qui a un peu explosé et on s'est rendu compte qu'en fait, ce système-là, ça marche quand les ventes suivent, et donc quand ça fait des licornes. En revanche, quand les ventes ne vont pas assez vite, on se retrouve avec une masse de charges assez très 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 importante qu'il va falloir tenir derrière. Et donc, bilan, la startup a collapsé. Je pense qu'on a tous notre avis sur la question. En attendant, c'était une expérience qui était super intéressante parce que comment ça se passe quand ça va mal dans une start-up, comment on gère au niveau management, comment ça se passe entre les équipes. Voilà, c'était vraiment très très intéressant de voir les choix d'organisation. J'avais des collègues qui étaient extraordinaires et qui m'ont appris les bases d'énormément de bonnes façons de travailler quand on développe un produit depuis zéro. Et donc à la faillite de cette entreprise-là, on m'a proposé, c'est mon conjoint, alors là c'est court, qui m'a proposé de monter une boîte avec lui parce qu'il avait une idée technique. Et l'idée technique, à la base, lui, il venait du CEA pour la fusion nucléaire et il travaillait sur la concentration de laser pour déclencher l'ignition. Bon, je ne sais pas où ils en sont, on a un peu changé de sujet nous depuis et on se concentre sur la focalisation d'énergie acoustique pour déclencher un phénomène physique qui s'appelle le frittage, qui est de la solidification d'une poudre sous l'effet de la chaleur à une température en deçà de la température de fusion. Donc en gros, c'est comme s'il y avait des galets dans un seau. Okay, ces galets, ils ont chacun leur propriété, enfin leur personnalité, puis il y a de l'air autour. Et le frittage, c'est quand les galets, ils viennent se condenser les uns sur les autres, et donc il n'y a plus d'air, mais ça n'a jamais été du magma fondu. Les galets gardent leur identité. Donc on a une structure granulaire qui s'appelle une céramique, lorsque les matériaux ne sont pas métalliques et pas plastique, mais on peut très bien friter des métaux, on peut très bien friter des plastiques. Enfin, voilà. Donc là, c'est la base de la techno qu'on fait aujourd'hui. C'est basé sur une rupture technologique où on change la façon d'apporter l'énergie à la matière pour qu'elle se frite et on répond à des problèmes industriels où, si je la fais courte aujourd'hui, les céramiques, soit on fait des super matériaux
mais dans des formes rudimentaires, et on ne sait pas les usiner ou mal, ou très difficilement. Soit on fait des formes très intéressantes, mais bon, les matériaux ne sont pas terribles, il y a des problèmes de santé matière et des problèmes de reproductibilité. Donc nous, notre objectif, c'est de faire les deux, c'est-à-dire les bonnes matières dans les bonnes formes, les faire de façon reproductible et industrialisable pour aller développer le marché de la céramique technique qui est un peu coincé aujourd'hui dans ses formes et dans ses matériaux, cibles. Donc on s'est lancé dans ce projet-là en 2020 parce qu'on est allé voir des académiques sur le sujet et on leur a dit voilà ce qu'on présente comme technologie, qu'est-ce que vous en pensez? Et on a eu un retour systématique de mais c'est génial, comment vous y avez pensé? Donc on s'est dit qu'on tenait quelque chose, et déjà quand on a ce retour-là, et aujourd'hui c'est le même retour qu'on a des industriels, c'est le même retour qu'on a de la communauté en général, c'est ah mais oui, votre technique, ça peut permettre de dépasser les problématiques et les contraintes de production actuelles, on a envie de travailler avec vous. Le travail, des fois c'est un suivi, des fois c'est un financement, ça dépend de la personne. Mais ce qui est super intéressant dans un métier, et c'est là où PC vraiment c'était super bien pour le métier que je fais aujourd'hui, c'est que comme on est très très upstream, c'est-à-dire qu'on est en amont des gars qui produisent des composants, on est en amont encore parce que les gars qui produisent le composant, ils vont avoir besoin de la machine pour le faire. Donc nous on est fabricants de machines, on est très 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 haut dans la chaîne de valeur. Et ce qui fait que, à contrario, on peut avoir beaucoup de clients différents parce qu'on travaille un matériau. Les céramiques techniques, c'est comme les métaux, en fait, il y a énormément d'applications différentes potentielles. Et donc, il faut comprendre que ce soit pour les applications chimiques, que ce soit pour les applications biologiques, que ce soit pour les applications physiques, et encore, c'est pas encore détaillé, et bien chacun a ses contraintes, et il faut comprendre le métier de chacun pour essayer de voir ce qu'on va lui apporter et si on lui apporte de la valeur ou pas, et donc comment est-ce qu'on avance avec ces gens. Et donc là, franchement... PC pour ça, c'était idéal, parce qu'on a au moins une connaissance sur tous les sujets et on peut se débrouiller avec n'importe quel client pour comprendre à minima son... Bon, je suis allée un petit peu loin dans la description de ce qu'on fait. C'est bien. Mais on va... je te laisse enchaîner peut-être. Oui, non. Donc voilà, on voit 3 dirigeantes. Vous avez toutes, je dirais, dans votre entreprise, une technologie, de la science, des contenus scientifiques de haut niveau. Mais j'aimerais maintenant que vous nous expliquiez, peut-être commencer par toi, Nadine, qu'est-ce que c'est qu'un job de président par rapport à un directeur général? En gros, comment vous partagez votre temps en tant que dirigeant par rapport à l'interne, aux projets qui vous tiennent à cœur de terrain, j'ai compris, vous toutes, vos clients, peut-être vos investisseurs. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce que ça fait un président? Ok, alors pour répondre à la question, en fait, je vais l'esquiver. Je suis présidente directrice générale d'Iridescence depuis 2 ans et je n'ai connu que ça, donc je saurais très mal expliquer la différence entre le président et le directeur général. Ouais, donc je vais passer la question. Par contre, je peux vous répondre sur mon emploi du temps. Oui. Donc sur mon emploi du temps, je passe... on va dire 50% de mon temps à chercher de l'argent. Je passe... alors, non, on va dire, je passe 70% de mon temps à chercher de l'argent. Donc ça peut être auprès d'investisseurs, auprès de financements grants, enfin des bourses. Et puis, très important, les clients. Donc ça, c'est à peu près 70% de mon temps. Et après, le reste, c'est j'essaye de garder quand même un œil sur ce qui se passe techniquement dans l'entreprise, même si c'est ma cofondatrice, Élise, qui, quelque part, est vraiment le chef d'orchestre d'un point de vue technique. Et puis, gérer aussi les ressources humaines, les aspects légaux, etc. Après, sur le côté administratif, comme je sais que j'aime pas ça, j'ai pris, j'ai la chance d'avoir un directeur des opérations qui prend ça en charge et qui m'aide beaucoup sur ces aspects-là. Des grosses différences, Alice et Marine, ou vous êtes à peu près sur les mêmes... Je pense que tant qu'on est dans des petites boîtes, effectivement, on se répartit les choses de façon plus informelle que des grandes structures. Par contre, ce qui est absolument génial quand on est dans une petite boîte, c'est qu'on décide soit d'aller en équipe dirigeante restreinte, comment est-ce qu'on a envie d'organiser l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de
je prends l'exemple de l'agile, de la méthode agile, qui aujourd'hui a été assez rabattue. Mais comment est-ce qu'on veut appliquer ça? Comment est-ce qu'on veut en prendre les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'on décide par rapport aux expériences précédentes sur toutes les équipes qu'on a pu voir? Et ça fait aussi partie du boulot de dirigeant, parce que c'est ça qui va donner la culture de l'entreprise sur comment on échange, quelles sont les interactions les uns avec les autres, quelles sont les responsabilités, comment on fait vivre en fait les choses pour que les gens soient contents de venir au boulot tous les matins. Et ça, je pense qu'il y a un petit côté customer happiness inhérent au PDG des petites boîtes comme ça, parce qu'en fait, les gens, ils viennent... il y a une raison pour laquelle ils viennent, et il ne faut pas les décevoir, parce que sinon, ils viennent plus. J'exagère un peu, mais... Oui, c'est une forme de management, une façon de complètement, motiver complètement. les mais équipes. on en est peut-être beaucoup plus dépendant que chez Thales, typiquement. Oui, c'est majeur. Bon, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, je pense, dans la description de votre job, mais Alice, tu peux peut-être nous expliquer un peu les apports de ce job, qu'est-ce qui te fait plaisir dans ce job? Est-ce que c'est valorisant d'occuper cette fonction? Et puis aussi peut-être, et vous l'avez un petit peu dit toutes les deux, comment ça se passe? Est-ce que c'est un travail vraiment d'équipe ou est-ce qu'on est finalement seul par rapport à ses responsabilités? Tu peux nous éclairer un petit peu sur ces points-là? Oui, alors moi, ce que je trouve le plus intéressant dans ce métier, alors je vais couper le son parce que sinon ça me fait un écho. Donc, ce que je trouve le plus intéressant dans ce métier, c'est la variété des thématiques qu'on a. Et mon driver, qui a toujours été le même depuis le début de ma carrière, qui est le fait d'apprendre toujours beaucoup de choses. Et je dirais que mon métier il y a 7 ans n'était pas le même que celui d'aujourd'hui, que mon emploi du temps n'était pas le même, le temps que je passais, typiquement là on disait voir des clients, voir les investisseurs, etc., faire des grants, ce temps change tout le temps, et donc ça je trouve que c'est vraiment enrichissant. L'autre aspect que j'aime bien, c'est cet aspect d'être une forme d'adulte dans le monde du travail, au sens où on n'attend rien d'un chef au-dessus de nous. Et je prends la comparaison avec le passage de l'enfance c'est progressif, mais vraiment à devenir un adulte responsable. Je le vois vraiment comme ça, au sens où je ne peux pas me plaindre parce qu'on m'a donné des objectifs débiles, parce qu'en fait, je ne peux pas. Et donc ça, c'est un autre aspect. Donc c'est à la fois une très grande liberté, et à la fois, ça a des petits côtés où par moments on se sent seul. Alors même si j'ai la chance, alors moi je suis présidente et Jacques est directeur général, donc on a cette nuance entre nous. Il est arrivé après, donc on a quand même des nuances sur nos missions, et notamment ça se voit beaucoup vis-à-vis du rôle, vis-à-vis des investisseurs. Mais donc on travaille en équipe, mais sur certains sujets, on se sent malgré tout toujours un peu seul. Ça, il faut reconnaître. Et pour casser ça, ce que j'ai trouvé de mieux, c'est déjeuner avec d'autres dirigeants de temps en temps. Déjeuner avec d'autres personnes qui sont dans le même cas et avec lesquelles finalement on a les mêmes problématiques RH, on a les mêmes enjeux. Et même si on a tendance, on travaille toujours en équipe avec Jacques, casser cette solitude quand même qui existe, je pense, pour tous les présidents. Merci Alice. Tu m'entends là parce que tu as coupé le micro, tu m'entends, c'est bon. Non, peut-être justement, tu as évoqué toi ton poste de présidente par rapport à ton directeur général. Est-ce que tu peux nous donner justement vos spectres d'intervention respectifs qu'on comprenne? Alors je coupe le son, sinon il y a un gros écho. Alors je ne sais pas si c'est très académique ce qu'on a fait. En tout cas, c'est notre répartition. Je m'occupe en priorité des investisseurs et des clients, et lui de la partie technique, et on va dire que c'est un ministre de l'Intérieur, alors que je suis le ministre des Affaires étrangères. On va dire ça de façon très schématique. C'est clair. Super. Et puis, pas de Premier ministre. Hein. J'ai compris. C'est super. Merci beaucoup. Alors, tu as évoqué un petit peu la solitude et le besoin de se rapprocher d'autres dirigeants. Peut-être,
quelle autre difficulté vous voyez dans l'exercice de cette fonction? Est-ce qu'au niveau de la prise de tête, là, de votre occupation du cerveau, c'est vraiment non-stop ou vous arrivez à souffler? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre quotidien là et de ce qui est moins rose peut-être? Oui, alors donc en ce qui me concerne, c'est peut-être parce que Iridescence est très jeune. J'ai tendance à, je pense que c'est 99% de mon cerveau qui effectivement est pris par la société. C'est effectivement très très prenant. C'est surtout difficile de décrocher. Parce que l'équipe est petite, parce que quand on n'est pas là, il n'y a pas de relais, etc., etc. Donc, pour plein de raisons, on peut pas, que ce soit vis-à-vis des clients, des investisseurs, quoi que ce soit, on ne peut pas se permettre de décrocher. Donc, il faut le savoir. Ouais, je rejoins Marine, de ton côté. Je rejoins ce qui a été dit, la notion de vacances n'est plus du tout la même. Et je pense qu'après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Alice, c'est qu'il y a une notion de diversité de sujets qui font qu'on n'est jamais dans notre zone de confort. Enfin, peut-être qu'au bout de quelques années, on finit par l'être, mais on n'est jamais dans la zone de confort. C'est super intéressant, c'est super excitant d'être toujours en apprentissage, etc. Parfois, on est vraiment bien usé, quoi. Mais bon, des fois, on peut prendre quelques jours quand même. Voilà. Parfait, merci. Donc, c'est consommateur. Est-ce que le fait de diriger des entreprises de technologie, haute technologie, présente une caractéristique spécifique ou toutes les entreprises ont les mêmes types de préoccupations? Je ne sais pas s'il y en a une qui veut répondre entre vous, là, ou pas, ou c'est pas une question peut-être. Alors, en ce qui nous concerne, il y a oui, on fait de la deep tech. Donc, les clients, on a une maturité qui n'est pas extraordinaire et qu'il faut qu'on trouve des clients suffisamment intéressés pour accepter les premiers échecs et voilà. Et par ailleurs, on crée un marché. C'est de la co-création. C'est-à-dire que nous, le lidar multispectral, il est unique au monde. Donc ça n'existe pas ailleurs, donc on cherche notre marché. Et ça, je pense que c'est très, 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 très différent des autres entreprises. Ouais, je suis d'accord. Je me permets si tu veux. Je t'en prie. Je suis assez d'accord sur le principe des technologies de rupture. Pour avoir vu des entreprises qui avaient ce qu'on appelle le MVP, c'est-à-dire le produit minimum qu'on puisse vendre dans des SaaS ou dans des entreprises qui ne sont pas axées sur un cœur technologique de rupture, finalement, en fait, ils vont tout de suite au contact du marché, ils échangent, etc. Et ils adaptent leur positionnement marché par l'essai-erreur. Nous, on ne peut pas faire ça parce que, par définition, on est amont. Et donc, il faut d'abord bien comprendre les problèmes et c'est beaucoup plus de travail. C'est pas la même dynamique. Et je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, le fait que dans ces entreprises-là, en particulier, je pense que les dirigeants sont les premiers vendeurs. Parce que c'est eux qui ont la... Enfin, il faut qu'ils comprennent tous les problèmes des clients et tout ce qu'ils font et pouvoir faire le lien en permanence. Et je pense que ça diffère de beaucoup d'entreprises, en particulier des startups SaaS qu'on a vu beaucoup ces dernières années. Oui, si je peux. En fait, je pense qu'une des grosses difficultés qu'on a, c'est que effectivement, c'est les dirigeants qui peuvent le mieux vendre. Enfin, moi, j'ai trouvé un commercial l'année dernière, au bout de 6 ans, qui était capable de vendre. Alors, c'est une libération depuis 1 an. Mais effectivement, quand on est sur des produits très techniques et qu'on démarre, c'est compliqué de recruter des commerciaux efficaces. Et de ce fait, c'est extrêmement périlleux, ce passage, pour avoir parlé avec plein d'autres boîtes, ce passage vraiment du prototype vers le produit, à partir de quel moment on considère qu'on est commercial, qu'on est suffisamment mature, etc. Et c'est clairement très différent quand c'est un produit hyper simple. Voilà. Donc je rejoins, je pense, en fait, la difficulté, elle est dans l'articulation avec la partie commerciale qui fait quand même le sens de l'entreprise. On n'est pas là pour faire de la R&D pour de la R&D, on est là pour faire des produits.
Mais après, je ne sais pas dans quelle mesure, enfin, j'ai toujours été dans cet environnement-là, parce que quand on était chez Choum aussi, on faisait aussi des produits très, très technologiques. Donc, ce n'est pas spécifique aux startups. Je dirais, ça, c'est vraiment spécifique au caractère technologique de façon générale. Justement, j'avais une question, mais vous l'évoquez un petit peu. Ma question, c'était, est-ce que vous pensez que les ingénieurs, ça fait des bons PDG? Et vous avez répondu avec l'axe extrêmement technique que vous devez avoir avec vos clients, parce que vous devez co-construire, co-bâtir des solutions avec des clients, avec des solutions dont vous ne pouvez pas forcément avoir 12 000 références, si j'ai bien compris, sur des produits qui sont standards. Donc, bon, je pense que vous avez introduit une forme de réponse, mais il y a peut-être d'autres aspects de l'ingénieur qui sont moins utiles ou sur lesquels il faut apporter des compléments ou des corrections quand on veut être dirigeant, quoi. Parce que tu parlais des aspects humains aussi, donner envie tous les matins à l'équipe de se motiver, voilà. Est-ce que finalement c'est des caractéristiques qu'on retrouve souvent chez les ingénieurs? Ouais, alors moi je me souviens très bien de Pierre-Gilles de Gênes qui disait qu'effectivement si on apprenait à faire des sciences, on serait capable de faire tout et n'importe quoi. Je pense, avec le recul, je pense qu'il a partiellement raison. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'apprendre des sciences, ça permet de traiter plein de domaines, dont la vente. C'est-à-dire qu'effectivement, la vente dans des domaines technologiques comme le nôtre, on n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit en vente, pour moi. En revanche, il y a quand même des aspects, par exemple la communication. Enfin, c'est quelque chose, si vous n'avez pas appris à présenter devant des investisseurs ou des foules quand vous êtes étudiant, après il vous manque quelque chose, quoi. Ou l'anglais, ou enfin, l'aisance à parler anglais, enfin tout ça, c'est des choses, si vous ne les apprenez pas quand vous êtes jeune, pour rattraper, c'est très 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 difficile. D'autres commentaires sur le sujet des ingénieurs Oui, alors moi je peux peut-être dire quand même que je pense que si j'étais pas allée à HEC, Géosophie serait morte 25 fois. J'ai énormément appris, notamment sur l'importance des clients et l'importance des produits. Parce que un des défauts des ingénieurs, c'est de croire qu'ils vont faire quelque chose de tellement merveilleux que tout le monde va l'acheter. Et en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est déjà comprendre ce que les gens vont acheter avant de le faire. Et ça, c'est vrai que c'est pas une démarche d'ingénieur. Et dans la partie, alors peut-être beaucoup dans la partie création plus que dans la partie direction d'entreprise, la composante commerciale et marketing, mais au sens noble du marketing, pas que les aspects de communication, au sens compréhension de ce qui va vraiment être le besoin des clients, surtout quand c'est un besoin qui n'est pas exprimé, parce que la plupart des besoins sont latents. Donc, on peut poser des questions à des gens, mais si on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire derrière les mots qu'ils utilisent, et il y a un gros aspect là-dessus, vraiment de percevoir ce qu'ils vont réellement acheter et pas ce qu'ils nous ont dit, ah mais oui, c'est très bien, mais en fait, ils vont jamais le commander. Ça, c'est aussi des aspects qui sont assez loin, je pense, de la formation d'ingénieur et qu'à titre personnel, j'ai apprécié voilà, dans la formation complémentaire à HEC que j'ai suivie. Oui, alors c'est super parce que vous faites la transition un petit peu sur ce volet formation, comment se préparer. Bon, je pense qu'il n'y a pas une école du PDG, hein, c'est une somme de compétences qu'on acquiert probablement dans des expériences diverses. Mais quand même, peut-être en quelques mots, quelles ont été justement les racines, enfin vous l'avez un peu dit déjà, mais les racines que dans votre formation à l'ESPCI vous ont été super utiles, les gros manques peut-être que vous avez eu et du coup qu'est-ce que vous recommandez en fait pour se préparer à ce genre de rôle et l'exercice de ces responsabilités, peut-être en complément de ce que vous nous avez déjà dit, parce que vous avez déjà abordé le sujet sous l'angle de je dirais de la curiosité technologique que vous avez à travers vos applications. Il y a peut-être des manques aussi et des choses que... Je prends le micro parce qu'on Je pourra alterner. Vas-y Marie. Mais je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'intérêt de ne pas avoir qu'une formation scientifique pour occuper ce poste-là.
Après, est-ce que c'est la vocation de l'ESPCI de former des PDG? Ça, je ne sais pas, c'est un choix. Mais de toute manière, je pense que pour faire ce métier, comme beaucoup de métiers pour le faire bien, il faut en avoir l'appétence pour des questions commerciales, il faut avoir l'appétence pour les questions humaines, et qu'une partie va s'apprendre, mais si ça ne nous intéresse pas vraiment, on apprendra peut-être un petit peu moins. Et je pense qu'il y a aussi un autre sujet qui est intéressant dans l'apprentissage, c'est le fait de le faire. Et autant on a des stages on a des stages ouvriers, on a des stages, mais pas vraiment des stages pratiques sur des organisations. Et du coup, je me pose la question, même si je vais peut-être à rebours de ce qui a été dit juste avant sur l'apprentissage avant la pratique, mais finalement, quand j'étais à PC, à un moment, j'ai été prof pour des jeunes enfants. J'ai jamais été plus sympa et plus respectueuse à l'égard de mes profs que le jour où j'étais moi-même prof. Parce que c'est dur, mon Dieu. Et donc, on apprend vachement mieux après. Et donc, c'est de la même manière. Je pense que le fait, quand on est confronté, on apprend. Mais c'est effectivement au moment où on est PDG qu'on n'a plus le temps de faire la formation. Donc, quel est exactement le moyen de faire apprendre aux jeunes le côté humain et le côté commercial, qui sont deux choses complètement différentes, hein, mais en tout cas le côté commercial, moi j'aurais bien aimé en apprendre plus là-dessus à PC. Est-ce que c'est le lieu et comment le faire? Ça je peux pas répondre, mais c'est sûr que moi ça m'aurait été utile. Ouais. Nadine, tu veux ajouter quelque chose sur le parcours? Oui, effectivement, moi aussi j'ai fait un espèce de MBA raccourci quand j'étais chez Aérospatiale. Donc, effectivement, j'ai eu des notions quand même sur ça. Moi, je dirais, si je devais donner un conseil, quelqu'un qui a envie de devenir entrepreneur, d'abord travailler dans une start-up. Aller dans une start-up de la plus petite taille possible pour apprendre qu'est-ce que c'est que le parcours d'une start-up. Je pense que c'est certainement ça qui permet d'apprendre qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça sera d'être PDG. Alors, en conclusion de ça, c'est quoi la qualité première pour devenir PDG? Une qualité. Allez. Je dirais la résilience. Ouais, je suis d'accord. Ils sont toutes d'accord. C'est clair. Le jour où la 60e fois qu'un investisseur nous dit non, faut y croire, quoi. Mais on est là. D'accord. Ok. Faut y croire. Et peut-être un mot aussi. Et si c'était à refaire, Nadine, on recommencerait chez l'Aérospatiale? Alors, à vrai dire, moi je ne me suis pas posé la question au départ parce qu'à l'époque, donc dans les années 96, on va dire, il y avait une espèce d'évidence quand on était à l'ESPCI de partir vers la recherche académique ou vers les grands groupes. Oui, mais après, tu as fait le grand saut quand même. Et après, j'ai fait le grand saut, non. Ouais, alors, ce grand saut, je pense que j'aurais pu le faire plus tôt. plutôt. Ça serait mon regret, ça serait effectivement, j'aurais dû peut-être partir 5 ans plus tôt. Mais il fallait faire le saut. Ah oui, ça sans aucun doute. Et vous, mesdames, le saut, ce choix d'être devenue dirigeante, d'être pris à 99% de votre temps, d'être résiliente, si c'était à refaire. 100% du temps. Oui, très clairement. Très clairement. Ouais. Mais j'aurais plus soigné mes stages, à l'école pour essayer de découvrir les choses avant. J'aurais moins usé de facilité. Mais sinon, oui, 100% du temps. Dirigeant, c'est absolument génial. Si vous avez l'expérience, faites. Si vous avez l'occasion, faites-le. Bon, Alice, toi. Ah, on t'entend pas, Alice. Je dirais aucun regret non plus, et je recommence tout pareil, avec Schloum au départ et tout pareil. Moi, je suis pas quelqu'un qui regrette, alors tout s'est bien passé, on refait tout pareil. Bon, écoutez, merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions auxquelles vous auriez souhaité répondre ou que l'Assemblée a. Oui? À la rigueur, s'il y a des gens qui cherchent des stages, n'hésitez pas à venir tester les startups. Voilà. Oui, ça c'est mon grand regret d'avoir rejoint depuis 1 an le SPCI.
En termes de localisation, Iridescence est juste au-dessus. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir un seul stagiaire ESPCI. Donc, effectivement, ils sont les bienvenus. Parce qu'ils ne sont pas venus à ce débat. Et je voulais juste un dernier mot pour souligner que le SPCI, finalement, ça a été un espèce de fil conducteur dans ma carrière. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire pour une petite école comme ça. Enfin, petite au sens de taille de promo, pardon. Taille de promo. Parce que je suis rentrée à l'aérospatiale parce que mon chef de service avait été au service militaire avec un ESPCI. Et c'est ça qui l'a convaincu de m'embaucher. Ensuite, j'ai rejoint Weezings, donc, grâce à Eric Carrel. Et ensuite, donc maintenant, je suis Iridescence et localisée à l'ESPCI. Donc, je dirais qu'il y a vraiment une continuité. La force du réseau. Et je remercie beaucoup l'ESPCI. Un mot, Alice, peut-être de ton côté sur un moi, point j'ai qu'on déjà n'a dit pas assez abordé. loin. Non, mais franchement, le SPCI aussi a été... on a eu des stagiaires de PC, on en a eu une autre cet été, et ils sont tous géniaux, c'est les meilleurs. Hein, de toute façon, on le sait. Mais non, ça a été... je ne ferai que des redites si je parlais de PC, parce que je suis entièrement en phase. Bon, écoutez, merci. En tout cas, moi, j'ai entendu la force du réseau. Et finalement, nous, les alumni, c'est ce qu'on essaye d'entretenir. Donc, quelque part, ça nous donne des perspectives et ça nous encourage d'en maintenir une association dynamique et qui garde des liens entre nous de toutes les générations. Je voudrais dire aussi en conclusion que je vous remercie beaucoup de votre transparence. Vous nous avez dit, je crois, vous nous avez fait partager votre passion, ce que vous faites quotidiennement, ce besoin de communication qui est apparu aussi à travers les stages industriels, où on a vu finalement 3 lauréates encore, mais qui avaient des talents de communication. Vous voyez, un bon atout, mesdemoiselles, pour avoir peut-être des postes de dirigeantes demain. Voilà, et vous remercier vraiment d'être venu partager ce moment avec vous, que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup.